Aujourd'hui, on va parler de bouteilles. Et quand je dis bouteille, je ne parle pas de pinard. Si je vous parle de bouteille Neumann, ça vous dit quelque chose? Nous sommes à la fin des années 30 et sous l'impulsion d'un homme, le monde va bientôt dire adieu au son nasillard des micros à charbon, ce qu'il va découvrir est révolutionnaire. Accrochez-vous car aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire de Georg Neumann, l'homme derrière les premiers pas de la haute fidélité et qui a radicalement changé le cours de l'histoire de l'enregistrement musical avec ses micros incontournables. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu la chance d'interviewer Yasmine Richards, la CEO de Neumann, pour parler de l'héritage et du futur de la marque. Une interview que je vous partagerai juste après ce petit voyage dans le temps. Quand le petit Georg naît en 98, et non pas le 98 de Zidane, mais en 1898, à Corinne, à 1 heure de Berlin, à ce moment-là, on est vraiment au tout début de l'enregistrement musical. C'est encore l'âge d'or du gramophone et du cylindre phonographique, et l'enregistrement électrique n'existe pas encore. Pour vous donner un ordre d'idée, on est à peine 4 ans après la création des premiers disques en gomme laque, illustre ancêtre du vinyle. Bref, en plus on est dans une Allemagne qui vibe encore sur du Richard Wagner et qui découvre à peine les joies de la musique de cabaret. Jusqu'ici, on ne sent pas vraiment qu'on est à l'aube d'une révolution. Mais c'est sans compter sur ce jeune homme, Georg Neumann, qui dès son plus jeune âge préfère les circuits et les tournevis aux partitions d'opéra romantique. À l'adolescence, il est fasciné par la montée des nouvelles technologies de communication. Au début du XXe siècle, l'Allemagne poursuit sa révolution industrielle et l'électricité commence à s'imposer dans les foyers et les entreprises. Alors, plutôt que de suivre un cursus universitaire un peu ronflant, Neumann décide de se former directement sur le terrain, dans des entreprises qui fabriquent les technologies de demain. Son premier job, il le décroche chez Mix et Genest, une société berlinoise spécialisée dans les équipements de télécom et qui n'a aucun lien avec Véronique Genest, je tenais à le préciser. Il passe des journées entières à tester des équipements et à comprendre comment transmettre le son avec le moins de pertes possible. Mais ce n'est pas encore suffisant. Son ambition l'emmène ensuite chez AEG Oberspray, une entreprise de pointe en électronique où il travaille pour la première fois sur les amplis audio. C'est là qu'il rencontre son mentor, Eugen Reiss, pionnier dans le développement des micros d'enregistrement. Pour la faire courte, Reiss, c'est un peu le pape du micro à charbon, une technologie qui équipe encore beaucoup de radios et de studios de l'époque, même si certains studios utilisaient déjà des micros à ruban. En gros, le fonctionnement du micro à charbon est assez simple, il marche grâce à de la poudre de charbon coincée entre une membrane et une électrode. Quand le son fait vibrer la membrane, la pression sur le charbon varie, ce qui modifie le courant électrique et crée un signal audio. C'est un système assez simple et robuste, mais Neumann voit bien les limites de cette technologie. Un bruit de fond élevé, une réponse en fréquence limitée avec l'absence de grave et d'aigu, et par conséquent son manque de fidélité. Il veut autre chose. Même s'il a bien appris avec ce bon vieux Reiss, au bout d'un moment, Neumann sait que pour imposer sa vision, il doit prendre son indépendance. Donc en 1928, il quitte AEG et fonde Georg Neumann & Co. à Berlin avec son associé Erich Rickmann. Leur ambition? Fabriquer les premiers micros à condensateur en série. Le premier modèle qui sort de leur laboratoire, c'est le CMV3. Ce micro massif, immédiatement reconnaissable avec son énorme corps cylindrique, est surnommé la bouteille Neumann. Et pour cause, il est volumineux mais aussi extrêmement innovant pour son époque. Le tour de force de la bouteille, c'est sa capsule à condensateur. Avec une membrane ultra sensible qui vibre en réponse au son, on produit un signal électrique qui sera amplifié ensuite. Alors pourquoi c'est une révolution? Parce qu'on est très loin de la qualité d'enregistrement du micro à charbon. Avec le CMV3, on s'éloigne du son nasillard des micros à charbon pour une fidélité sonore jamais vue à l'époque, autant pour les instruments que pour la voix. Pas étonnant que ça devienne progressivement le nouveau standard des radios et des studios de musique. Les premiers grands enregistrements de musique classique se font avec un CMV3 et il est immédiatement adopté par les stations de radio allemandes. Évidemment, Neumann a le sens du business, il signe un partenariat avec Telefunken qui se charge de distribuer ses micros à l'international. Et c'est un coup de maître. En quelques années, ces micros équipent les plus grands studios d'Europe et d'Amérique du Nord. Il est partout, piétine la concurrence, résiste à tout le monde. Alors, tout le monde, oui, à l'exception peut-être des protagonistes d'un conflit mondial qui ne vont pas manquer de mettre un sacré taquet à la réputation de l'entreprise. Comme pour beaucoup d'entreprises en Allemagne, les années 30, c'est une période de croissance pour Neumann & Co. Seulement, le pays est en pleine mutation politique avec l'arrivée du régime nazi. Les choses deviennent extrêmement compliquées pour Neumann.
Ces micros sont devenus les standards de la radio jusqu'à être accaparés pour aider à la propagande du Troisième Reich. En effet, les nazis qualifient Neumann & Co d'entreprise à intérêt national. Sûrement bien assez de quoi donner envie à Neumann de jeter sa bouteille à la mer. En plus, en 1943, tout s'effondre, littéralement. Un bombardement ennemi rase son usine berlinoise. Face à cette catastrophe, Neumann n'a pas d'autre choix que de fuir. Fort de son sens de l'anticipation, il avait déménagé une partie de son entreprise à Göffel, une petite ville calme du Thuringe. Il quitte alors la capitale, en espérant trouver un peu de stabilité loin du boucan de la guerre. Seulement voilà, lorsqu'Hitler perd la partie et que la guerre est finie, l'Allemagne est coupée en deux. Évidemment, Göffel se retrouve en zone soviétique. Et là, c'est un autre coup dur, son usine est nationalisée par le gouvernement communiste de la RDA. Neumann perd totalement le contrôle de cette partie de son entreprise, il se retrouve à Berlin-Ouest où il doit encore tout recommencer à zéro. C'est donc une situation unique dans l'histoire de l'audio. On a une entreprise scindée en deux, d'un côté Neumann Berlin, en Allemagne de l'Ouest, sous le contrôle direct de Georg Neumann, et de l'autre Neumann Göffel, en Allemagne de l'Est, qui continue de produire des micros, mais sous direction communiste. Deux entités, deux trajectoires totalement différentes, mais malgré tout, Neumann ne renonce pas. Pour se remettre sur pied après une guerre mondiale, quoi de mieux pour notre cher Neumann qu'un nouveau bijou de technologie. En 1947, dans sa branche berlinoise, Georg Neumann revient avec l'invention qui va tout changer, le U47. Commercialisé en 1949, c'est une véritable bombe technologique. Pourquoi? Parce qu'il est équipé de la capsule M7, qui offre entre autres une directivité variable, cardioïde ou omnidirectionnelle, ajustable en fonction des besoins. Il offre aussi une réponse en fréquence ultra large, avec une réponse en basse et en aigu exceptionnellement précise, et surtout un son chaud et naturel qui vient sublimer chaque prise de son. Le U47 devient vite le micro incontournable des légendes. Frank Sinatra le réclame pour Song for Swingin' Lovers, avec même son propre modèle fétiche, puis Ella Fitzgerald l'adopte pour magnifier sa voix sur Swing for the Irving Berlin Songbook. Et bien sûr, les Beach Boys l'utilisent pour ajouter toute la profondeur qu'on retrouve dans les voix et les chœurs de leur chef-d'œuvre Pet Sounds. Bref, les plus grands studios du monde se l'arrachent et le micro U47 devient la référence absolue, indispensable à la création sonore chez les poids lourds des charts. Mais réduire à l'histoire de Georg Neumann à ses micros, c'est comme résumer les Beatles à Sgt Pepper. Évidemment que sa soif d'invention ne s'arrête pas au condensateur. Visionnaire, il élargit son influence à d'autres secteurs de l'audio. Dès les années 30, sa société s'impose déjà comme un acteur majeur de la gravure du vinyle. En 1947, il développe les premières tours de gravure modernes, améliorant considérablement la qualité des disques et ouvrant la voie à l'ère du son haute fidélité. Plus tard, dans les années 70 et 80, ces platines de gravure, notamment les légendaires VMS 70 et VMS 80, deviennent la référence absolue des studios de mastering. Ils poussent encore plus loin l'innovation et modernisent des modèles de piles nickel-cadmium, les ancêtres des batteries rechargeables modernes. Une réinvention qui influencera des industries bien au-delà de la musique. Ce qui définit Neumann, c'est donc sa capacité à se réinventer sans cesse, à repousser les limites, même quand tout semble déjà parfait. En 1976, Georg Neumann s'éteint discrètement, laissant derrière lui un navire solide. Et depuis la mort du Big Boss, les têtes pensantes de la marque Neumann n'ont pas chômé. En 91, Neumann Berlin est racheté par Sennheiser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo similaire sur l'histoire de Sennheiser disponible ici. L'idée derrière le rachat, c'est d'assurer la continuité de l'excellence Neumann, tout en laissant beaucoup d'autonomie à l'entreprise dans ses œuvres. Côté microphone, d'abord, Neumann ne s'interdit aucun champ d'exploration. En 2003, la marque propose le Solution D, un micro 100% numérique qui intègre directement sa conversion analogique numérique. Et puis 2 ans plus tard, notre marque, bien connue pour ses micros à condensateur, débarque sur le terrain des dynamiques avec le BCM 705, pensé pour la radio. Comme si les micros ne suffisaient pas, en 2005, Sennheiser s'offre Klein & Hummel, spécialiste des enceintes de monitoring studio. Résultat, Neumann intègre une nouvelle gamme à son répertoire et commence à signer ses moniteurs d'un joli KH bien distinctif, un saut gage de qualité. Et puis, dernier maillon de la chaîne du matos audio, Neumann tient son modèle de casque studio, le NDH20 en 2019, et même son interface audio immersive en 2022 avec la MT48, boostée par la technologie de Merging Technologies. Vous l'aurez bien compris, Neumann ne fait plus seulement des micros, elle orchestre toute la chaîne du son, du premier souffle capté à sa restitution la plus fidèle. Un empire du son, bâti sur un mantra, l'excellence
Quoi qu'il arrive, pour conclure, on peut dire que Georg Neumann, c'était pas juste un gars qui fabriquait des micros. Non, c'était un créateur, un réinventeur du son, un visionnaire capable de transformer l'audio comme personne avant lui. Posséder un Neumann, c'est détenir un bout d'histoire, un standard absolu. C'est aussi un morceau de rêve de perfection sonore qui a vu le jour en 1928. Georg Neumann n'a donc jamais cherché à faire juste des micros. Il voulait capturer le son parfait et il l'a fait. Comme je vous l'ai teasé en début de vidéo, j'ai eu la chance de poser quelques questions à Yasmine Richards, la CEO de Neumann, et je lui ai demandé comment elle parvenait à concilier les produits mythiques de Neumann, comme les U47 ou les U87, avec les innovations technologiques d'aujourd'hui. I think it works quite well because the items that we did in the past, like the U87, was already a pioneering item, right? At the time we developed it, it was actually a new item. So Neumann is now moving forward, taking the core, taking the innovation of the past, the U87, the U67, but also take what we learn in the space of recording environment to fulfill our complete portfolio. So we have the monitors now for a few years, where we take the sound that you record to also make sure the way you play back and the way you can monitor your system is in that phase. Lastly, we have the merging technologies now part of our portfolio in our family, where we then take it even a step further. Really make sure that the entire interfaces, the workflow within that recording environment is also new. It's status quo. The future is changing. A lot of different technologies coming in the space. So the future will also be interesting. Je lui ai ensuite demandé quelles étaient selon elle les technologies les plus prometteuses pour l'avenir de l'enregistrement en studio. Honestly, there are few topics that are coming where we are testing. Where the microphone part is of course big, but also the way you listen to it or the way you work in your production, I think can be quite interesting. Just thinking, taking your productions or your recording studio on the road, not necessarily in a car, but really just make it follow you so you don't have to be in your studio but have the sound at the same time. There are quite some ideas and possibilities. In the microphone business, Neumann is still analog. We have analog microphones. We had a digital microphone as a pioneer a few years ago, a few long years ago. So this is a technology that developed further and something that we are looking into to see whether that is something we want to go in but make it better. Really make sure the most important thing for us is the sound. Je voulais aussi savoir comment Neumann adapte ses produits à la montée en puissance de l'audio immersif et spatial, que ce soit dans la musique, le cinéma ou le jeu vidéo. If you take our monitor setups, we have MVO immersive setups, so the monitors are perfect to have your studio in the system. So we work very closely with other companies in that field that help to produce immersive sound. And have that strong collaboration with input and output and really make sure that in your studio, if you measure it and if you listen to it, you can really connect the different monitors in the way that they work and really make it an immersive sound. We have the MA1 software that helps you to set up your room in the perfect way to have that sound and really take the best out of your room to have it as immersive as possible. Je lui ai demandé de partager quelques informations sur les développements récents chez Neumann et sur la manière dont il traduit sa vision de l'audio professionnel de demain. What I can say, and I think what is exciting to happen, and the latest thing we did is we have the Mergem items now done already. So we just launched that last weekend. So this is a development that is going to help, especially in the recording space, to have that possibility. It's not needed, it's done already. So it depends on the customer if they want to use that. So this is the development. So we are opening up. We really want to make sure we are the go-to brand in the recording environment. That's what we were in the past. This is what we want to be in the future. And in that space, we will continue further. J'ai également abordé la question de la durabilité en lui demandant quelles initiatives concrètes Neumann met en place sur ce plan. Corporate social responsibility, and you are talking specifically here about products. So, for example, circular, what do we do there? We have in our product development setup already various gates where you need to make sure
that you evaluate what materials you use, where they're made. The Neumann production happens in Germany, so we already make sure that, especially for the microphones, they're repairable. Yeah. Of course, it's not just the microphones, the other items, of course, we can also repair, but especially there, you can send in your U87 if you like, and we repair it, and you can even send in your U47 and repair it. Yeah, so this is something where it's not new, so it's not a new initiative, we've always done that. So making sure that the high quality of our products is lasting, we stick to that. Je me suis intéressé à la manière dont Neumann s'adresse aussi bien aux créateurs en home studio qu'aux grands studios pro, tout en maintenant son positionnement haut de gamme. What we notice is that if you look at the studios, the home studios are getting more and more professional. So actually, we don't necessarily believe in making entry-level products for home studios. That's not what we want to do. We want to make sure that in your home studio you can have the Neumann sound and use our products also in that environment. We have the TLM 103, TLM 102, which cater exactly to that market and gives you that possibility to have the Neumann sound also in your more flexible home studio. So this is, I think it's the more you go into that market, the more I notice, and now I'm there now for 6 months, so in that space, and I feel that there's the line between the professional studio and the home studio is going away. So the home studios are getting more and more professional, and we have the best products for you, also in that space, yes. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle et je lui ai demandé quel rôle elle pourrait jouer dans l'avenir de l'industrie audio et comment Neumann pourrait s'y intégrer. It's a question I've asked myself as well before, and we're actually discussing a lot. So it's twofold, right? One is how is the AI actually influencing the industry, and what does it do with our industry? I think it's an interesting question, because it can, on the one hand, people using our products, they like creating music. So somebody that likes to create music is not going to replace that part, what they like, with AI, because that's, a painter is not going to use painting with an AI and say this is my new drawing, because the way of creating that piece, that's what you're doing. So there, we're there. We can do that. On the other hand, maybe you're a perfect singer, but you want to have background vocals. There maybe AI helps. But to make sure that it's all integrated, I think that's an interesting part. So I think it's going to develop further. We have that focus. How does Neumann work with that in the future? But goes into the direction that the question you asked me earlier. I think it's an interesting part to see how AI develops and how we can actually integrate that maybe in microphones, whether it's authentication of the content produced or helping. I don't want to say autotune because that already exists, which is an AI, and this is not what Neumann does. So we want you to give the possibility to have your sound there. But afterwards, maybe there's something. Je lui ai demandé comment les retours des ingénieurs du son et des musiciens influencent concrètement le développement des produits chez Neumann. We work with the feedback, with studios in Berlin especially, but not only, to really make sure there's a feedback. So I mentioned earlier we have a lot of repairs support also for very old items. And so we have the direct contact with production studios, with artists, and we always ask, what can we do? What is your pain point? How can we make your work process simpler, German, simpler. That's why we went with the monitors, because there's a discrepancy of the products that we put, the microphones and the sound we produce and the way it sounds. So having the monitors also in our portfolio, we are able to streamline that and to control, to make sure that the frequency, the sound waves play the same way with the monitors, with the headphones. And this is something that we learned from customers. Same with the MA1. You have an immersive system, you have an MD immersive system at home, but it doesn't sound the same, except you have a professional setting it up, but then you change something and it sounds different. There you can use the MA1 to just use that and make it sound
the way you need it or you want it all perfect in that way. So this is all from customer feedback. Je l'ai interrogé sur les bénéfices que Neumann tire de son appartenance au groupe Sennheiser et sur la manière dont cette collaboration stimule l'innovation. Yeah, you mentioned part of the Sennheiser group for a long time now. No, it's a few decades already. Yeah, a few decades. Yes, exactly. So we've grown together, both sides, Sennheiser and Neumann, and we leverage the synergies we have very much. We just talked about customer feedback. It goes both directions, right? We are in the market together. So the Sennheiser team hears something, the Neumann team hears something, and together you come up with ideas. So ideation workshops, technology workshops, that happens together. We have the same production facilities. It's in different areas, but also there you have a lot of synergies where you actually learn. So it's not just product development, but it's also the way you work. It gives Neumann the possibility to be bigger, but still the small brand that everybody knows and loves. Par curiosité, je lui ai demandé quel était son produit Neumann préféré et pourquoi. Favorite Neumann product? Good question. I have to be careful which ones I take. So I don't think I You have. can choose 2 products. I can choose 2 products. Okay. Yeah. I very much like the TLM 103 Yeah, in why? black Yeah, in black. Okay. because I think it's really pretty. Yeah. So this is the one item Yeah, where I it say, matters. okay, It matters this is- actually. It's really beautiful. Yeah. So I also use it in office Yeah. for Teams calls. It's not used for that, but it's really nice. Yeah, you get good sound for team call. Yeah. So yeah, I'm not sure how much Teams actually lets the sound go through, but we have it, so it's nice. So I like that item very much, and I also like the UA47 Okay. because it's the original Yeah. item, and every time we receive one in the office, I have to go down and have a look and just look at it and say, okay, well, if it could talk and tell me what it all already sang into it and what sound it recorded and the story of that specific item, I think this is amazing. It's So got this is something where stories to share. exactly Yeah. the stories this microphone has Yeah. to share. Yes, Yeah, sure. that's something where it's just, I think, pretty cool. Yeah. Et enfin, je lui ai demandé où elle voyait Neumann dans 10 ans et si elle pensait que des technologies ou des produits disruptifs allaient transformer le paysage audio. The leading reference in the recording environment. Yeah. That's what we're working for. Really play to win in that field. And of course, there are going to be disruptive disruptive technologies coming in. Can you imagine anything? Well, we talked about it earlier. AI. What is the role of AI in 10 years? It's true. If you would have asked me last year what it's going to be this year, I would have been wrong. It moved so fast that but I don't think it's I don't think it's going to be a disruption because we're already all thinking about it. So I think the question is how can we use it? How can we make sure that it adds value to what we do? And to what we talked earlier, that it's not taking away the things we love, but actually make it easier or supports us in creating our music. I think that's where AI can help us. We need to make sure that it's part of our work and how we deal with it. Yeah, thank you, Yasmine. Thank you. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, comme pour l'histoire de Sennheiser. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur Sennheiser, je vous la conseille fortement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce en l'air, à mettre la petite cloche évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.